Mesdames et messieurs les ministres, Madame la représentante du Premier ministre, Mesdames et messieurs les représentants du garde des Sceaux, Madame Belloubet, Monsieur le représentant du ministre de l'Intérieur, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les parlementaires, Monsieur le directeur des affaires civiles et du Sceau, Madame la directrice des clientèles bancaires de la Caisse de dépôt, Monsieur le directeur de Tracfin, Monsieur le représentant de l'autorité de la concurrence, Madame la bâtonnière de Paris, Madame la présidente du Conseil national des barreaux, Mesdames et Messieurs les présidents des différents ordres professionnels, Madame la présidente de l'Union internationale des huissiers de justice. Chers amis, chères consoeurs, chers confrères, depuis que je préside la Chambre nationale des huissiers de justice, j'ai plaisir à vous retrouver ici toutes et tous à l'orée de la nouvelle année. Ce plaisir se double d'une émotion particulière. Les vœux qui seront prononcés l'an prochain le seront au nom de la Chambre nationale des commissaires de justice. Et l'une de nos tâches cette année sera de préparer l'installation de cette nouvelle Chambre. C'est une tâche ambitieuse, car elle rassemblera deux professions dont l'organisation professionnelle est pour le moins différente. Il nous faudra donc trouver le bon et juste équilibre pour assurer à nos consoeurs et confrères les mêmes droits et les mêmes garanties qu'aujourd'hui. Mais vous le savez bien, sur ce sujet comme sur tous ceux qui nous interrogent aujourd'hui, il n'est pas pour moi question d'une année de rupture, mais d'une année de transition, voire de continuité. La continuité, car l'ensemble des évolutions que va connaître notre profession cette année, elle les a déjà anticipées. Nous les avons anticipées avec notre bureau et les membres de la Chambre nationale. Ces évolutions sont fort nombreuses. Je n'en traiterai donc que les plus marquantes. L'évolution territoriale de notre profession, son évolution technologique profonde, l'évolution de notre identité professionnelle par de nouvelles missions, de nouvelles formes d'exercice et la promotion d'une nouvelle image auprès de nos clients. Commençons par les évolutions territoriales. C'est d'abord l'arrêté du 28 décembre dernier qui a déterminé les zones dans lesquelles la libre installation est possible. Je ne reviendrai pas sur les critères qui ont conduit à ces choix, mais ils me paraissent pour certains très éloignés de la réalité des offices, ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire. Je préfère, pour ma part, me concentrer aujourd'hui sur les conséquences concrètes, et elles sont de trois ordres. D'abord, accompagner dès le 1er février prochain les nouveaux installants dans leur démarche. Cela ne veut en aucun cas dire favoriser certains par rapport à d'autres. Seulement apporter les réponses aux questions, éviter les choses-trappes, dans notre intérêt commun à tous. Ensuite, accueillir ces nouveaux installés, ces primo-accédants dans notre communauté professionnelle au niveau local comme au niveau national. Veiller enfin aux conséquences de ces nouvelles installations sur l'équilibre des offices existants comme en termes de développement pour les nouveaux. Nous en tirerons toutes les conséquences pour les prochaines séances afin d'éviter de nouveaux, je dis bien de nouveaux déséquilibres. J'insiste sur ce point, ces nouvelles conditions d'entrée dans la profession ne doivent pas nous diviser. Elles ne doivent pas affecter la solidarité territoriale de notre profession à laquelle nous tenons tous. J'ai la chance, la grande chance, de compter au sein de mon bureau quelques œnologues distingués. Et j'ai retenu au moins une leçon en la matière. On peut faire de très bons vins en mélangeant plusieurs cépages, si on travaille bien les assemblages et que l'on tient compte, bien entendu, du terroir. Nos nouveaux confrères dans la profession ou sur nos territoires ne sont pas responsables des choix politiques qui ont reconduit à leur arrivée. Ils ont droit, comme les autres, comme nous, à la solidarité de leurs pairs. Et ils sont en retour, comme les autres, garants de la cohésion totale de notre profession. Il y a beaucoup de jeunes dans cette salle
et je les félicite. Nous restons par ailleurs extrêmement attentifs à la Chambre nationale, au bureau, au sort de nos confrères qui craignent pour leur avenir pour des raisons souvent liées à leur lieu d'exercice. Cet enjeu territorial est également au cœur de la réflexion sur la carte judiciaire, avec les conséquences que cela pourrait avoir sur notre profession. Messieurs Houillon et Rimbourg, Madame le bâtonnier, Madame la présidente étaient présentes, ont rendu leurs conclusions à la garde des Sceaux. Le 15 janvier dernier, nous y étions. Il en ressort qu'aucune cour d'appel ne serait supprimée. La future carte fera l'objet d'une concertation régionale sur les ressorts, et je dis bien sur les ressorts et sphères de compétences. Il est encore trop tôt pour en tirer les conséquences pour ce qui nous concerne, pour notre profession, mais nous resterons très vigilants. Notre profession, la vôtre, a en effet besoin de stabilité, en particulier sur ce sujet. Et nous partageons le même objectif. Il nous faut cependant anticiper les nouveaux équilibres, y réfléchir dès aujourd'hui pour agir dès que l'on pourra le faire et qu'il le faudra le faire. Si cette question territoriale est si importante pour moi, c'est parce que l'huissier de justice est et doit rester, comme vous, madame, le juriste de proximité. Lors des journées de Paris, la garde des Sceaux, madame Belloubet, ne disait pas autre chose sur notre rôle, et je la cite, « apporter de la sécurité juridique et de la confiance dans une société traversée par des fractures ». Or, parmi les fractures qui traversent notre société, la fracture territoriale est peut-être la plus profonde. Et je regarde M. Jox, ancien ministre, M. Nallet, M. Perben, qui ont défendu nos territoires. Les élections présidentielles l'ont rappelé avec force. Et nous attendons tous beaucoup des annonces qui ont été récemment faites par le gouvernement pour y répondre. J'ai pour mémoire, il y a quelque temps, d'avoir écouté le Premier ministre à Cahors, avec notamment le soutien de la Caisse de dépôt pour apporter un soutien à la territorialité. D'ailleurs, nous sommes au quotidien au contact, tous les jours, des inégalités, des difficultés sociales et du sentiment d'exclusion de certains territoires. Nos missions nous imposent cette proximité. Notre ADN territorial doit donc être préservé. J'en viens à mon second sujet, le numérique. Le mois dernier, la garde des Sceaux, et je la cite, a rappelé le rôle, je la cite, incontournable de l'huissier de justice en matière de signification et le caractère irremplaçable de l'acte d'huissier. Ce rôle central n'est absolument pas remis en cause par la dématérialisation des procédures. Au contraire, la numérisation est une opportunité de valoriser nos savoir-faire juridiques, économiques et techniques. C'est dans cette logique que je me suis inscrit depuis le début de mon mandat et que nous y avons participé au chantier de la justice. Nous y avons rappelé notre volonté de jouer un rôle moteur dans le nouveau service public de la justice, dans l'intérêt des justiciables. Le numérique ne doit pas accentuer la fracture juridique, bien au contraire. De nombreuses propositions que nous avons portées ont d'ailleurs été reprises par les rapporteurs. Développement des modes amiables des résolutions des conflits par voie numérique, sont dans les rapports, généralisation de la signification au détriment de la lettre recommandée, renforcement de notre rôle dans l'exécution forcée et mise en place enfin d'une plateforme numérique commune aux juridictions, aux avocats et aux huissiers de justice. Mon Dieu, les avocats et les huissiers ensemble. C'est fantastique. J'en suis extrêmement fier, Madame la Présidente, Madame la bâtonnière. Je l'ai dit, ces propositions confortent le rôle des professions du droit au sein d'un système judiciaire plus efficace et plus cohérent. J'espère que ces propositions seront suivies d'effets. Nous ferons en sorte que, Madame la bâtonnière, Madame la Présidente, je vous sais toutes les deux très prégnantes à ce sujet. Nous avons également, de notre propre initiative, développé des solutions innovantes. Constitution de preuves en amont de tout litige, signalement sécurisé d'une infraction au sein d'une entreprise, règlement amiable de différends lorsque l'enjeu ne justifie pas le coût d'un procès, simplification des procédures, connexes grâce à notre expertise comme tiers de confiance, et surtout demain sur d'autres champs d'action, qu'il s'agisse de nos métiers traditionnels, comme le veulent certains de nos confrères, et je le comprends,
J'y adhère, et de nouvelles compétences. Ces solutions, nous les développons pour nos confrères, pour nos clients, présents et à venir. Mais elles bénéficient à l'ensemble de notre écosystème juridique, technique et économique. Nous sommes par ailleurs attentifs aux réflexions en cours au sein de l'État par rapport aux enjeux du numérique. Et elles sont nombreuses, au-delà des chantiers de la justice. Sur le numérique, comme l'enjeu de l'influence de la France dans le monde, sur l'intelligence, et oui, il faut le dire, artificielle, avec les travaux de la CNIL et de Cédric Villani, sur l'identité numérique, avec la recherche d'un parcours simple pour les particuliers et les entreprises, et enfin sur le blockchain, qui fait l'objet de toutes les spéculations et de tous les fantasmes, comme le monde et le montre l'actualité d'aujourd'hui. Nous écoutons, mesdames et messieurs, attentivement tout ce qui se dit sur le sujet, mais surtout, nous réalisons en nous appuyant sur des partenariats concrets et fructueux. Je reprendrai, je l'ai vu, il est là, il est avec nous, l'image utilisée par notre directeur de l'innovation, le colonel Cyril Muri, qui lui-même empruntait à Lewis Carroll et disait « Quand Alice s'étonne que le paysage reste immobile, alors qu'elle court, on lui répond « Ici, il faut courir pour rester à la même place ». C'est tout l'enjeu de la révolution numérique pour nous, comme pour les autres. Mais nous avons commencé à courir, je pense, il y a quelque temps, avec mon bureau, que je salue ici et que je remercie du travail effectué. Cette stratégie numérique a d'ailleurs un écho dans notre action internationale, n'en déplaise à certains. Nous y valorisons non seulement le cadre juridique dans lequel nous exerçons notre profession, mais également notre expertise dans la numérisation des instances et des procédures. C'était par exemple l'objet des échanges que j'ai pu avoir à Pékin. Vous étiez présente avec moi. Au début du mois, avec des responsables, et l'ambassadeur de Chine est là, avec des responsables de la Cour suprême et de l'école centrale du Parti communiste, en marge de la visite que j'ai faite avec le président de la République qui a daigné m'emmener, qui nous a emmenés. Et nous avons bien travaillé. C'est en faisant ces déplacements que nous portons l'espoir de la France à l'extérieur et notre système du droit continental. Je dis bien n'en déplaise à certains. Le numérique est également un enjeu central de notre action européenne pour la mise en place d'échanges sécurisés entre professions du droit. La poursuite de notre action à ce niveau est indispensable. C'est pourquoi nous avons créé une fondation, celle de la Chambre européenne des huissiers. Elle nous permettra d'amplifier notre action internationale et européenne par des financements et des partenariats nouveaux. Nous ne sommes pas les seuls à innover. L'innovation, les commissaires-priseurs la font aussi. C'était également un axe de leur mandat et de leur mandat actuel. C'est un enjeu majeur pour eux, pour leur profession, pour les ventes judiciaires, comme pour les ventes volontaires. Cette culture commune de l'innovation doit nous servir, je pense, de ciment pour notre futur commun, malgré nos différences qui sont réelles. Ils sont 400, nous sommes 3200. Vous êtes très majoritairement, j'en ai vu, parisiens. Nous sommes présents et nombreux dans tous les territoires. Je l'ai rappelé il y a quelques instants, et notre Chambre nationale des huissiers de justice est d'ailleurs à cette image de la territorialité. Nous avons cependant aussi, mesdames et messieurs les commissaires-priseurs, des points communs, mesdames et messieurs. Notre culture juridique, notre esprit d'entreprise, la confiance accordée à nos constatations, l'activité des ventes volontaires judiciaires et des ventes volontaires et des ventes judiciaires. Ce n'est pas en vain mot. Et c'est sur ces aspects qu'il nous faut nous appuyer pour réussir notre mariage. Ou plutôt notre remariage, parce que nous étions mariés, vous voyez, nous avons divorcé, nous nous sommes remariés, nous avons redivorcé, et cette fois-ci on se remarie. J'espère que ça sera une aventure pérenne cette fois-ci. À moins qu'un notaire ou un avocat puisse nous divorcer. Non, un acte d'avocat. Cela ne dépend que de nous, vous le savez bien. Comme disait Pierre Dac, avec comme beaucoup toujours moins d'innocence qu'il n'y paraît, le chemin le plus court d'un point à un autre et la ligne droite à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre.
À nous de bien nous aligner, je suppose. Nous avons d'ailleurs développé ces derniers mois de nouvelles formations à destination de nos confrères sur le numérique ou sur les formes d'exercice. Il en est en effet de notre devoir, comme Chambre nationale des huissiers, d'accompagner la profession face à l'évolution des ressources et des besoins, ce que font les membres de mon bureau sur la formation, sur le numérique, sur l'économie, sur l'ensemble des dispositions. Nous attendons également dans toutes les prochaines semaines la publication, du décret formation passerelle. Ah, je vois le représentant du garde des Sceaux qui est arrivé. Elle garantira à terme l'équivalence des compétences entre nos deux professions. Il nous faudra enfin nous interroger très rapidement sur les conditions de la future formation initiale commune. Cette réforme se fera en s'appuyant sur nos acquis, qui sont certains. Je salue d'ailleurs les formateurs et surtout les lauréats présents aujourd'hui. Et remarquez, dans cette salle, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de lauréats. Nous avons invité pour être récompensés du travail effectué dans la session de cette année. C'est la première fois que cela se fait et je trouve que cette tradition, le jour où je ne serai plus là, devra se pérenniser. Et surtout, les lauréats présents aujourd'hui, je voudrais leur dire que nous initions d'ores et déjà, ça ne les concernera pas, ce changement en faisant évoluer notre examen professionnel vers davantage de pratique. Enfin, je finirai par un aspect qui m'est cher, vous le savez, faire connaître notre profession, combattre les idées reçues et surtout convaincre les particuliers, les entreprises de nous faire confiance. J'ai donc décidé, avec mon bureau, d'engager un certain nombre d'actions en ce sens cette année, car les changements que nous connaissons nous l'imposent. Mais il ne s'agit pas d'un travail de court terme, je le sais. Voici mes résolutions pour cette année qui ne suffira peut-être pas à les réaliser toutes. J'entends d'ailleurs jouer tout mon rôle dans la transition à venir au-delà de 2018. Mais commençons pour cela par réussir 2018. Ne nous laissons surtout pas entraîner dans les petites alliances, dans les manœuvres qui ternissent souvent la phase de transition et qui nous affaibliraient tous. Restons donc tous unis vers un seul et même objectif commun et continuons toujours à travailler. C'est ce que j'ai prôné depuis le début de mon mandat. Seul le travail paye. Ces résolutions sont ambitieuses, certes, mais elles sont surtout à la hauteur des défis auxquels nous faisons face. Elles s'inscrivent dans l'avenir, dans celui de notre profession, de nos professions au service de la justice, au service de nos offices et de tous nos concitoyens. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans le monde que nous vivons le terrorisme, nous vivons la guerre, nous vivons la terreur, et nous vivons dans un pays extraordinaire qu'est la France, un pays de démocratie, un pays de république, un pays exceptionnel. Soyons fiers d'être Français, soyons fiers de défendre notre France, soyons fiers de ce que nous sommes, soyons heureux de vivre dans un pays où la démocratie est là et existe. Soyons heureux d'être Français. Et du fond du cœur, mesdames et messieurs, je vois mes anciens amis de la police nationale, les inspecteurs, des vieux routards avec qui j'ai fait des études ou qui j'ai travaillé, sont des gens qui ont défendu énormément l'État. Alors du fond du cœur, mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous, pour vos proches, tous ceux que vous aimez, mes meilleurs vœux de santé, mes meilleurs vœux de bonheur et de vivre heureux pour cette année, pour les années à venir. Merci de votre attention.